ce qui est hyper important avec l'influence, c'est que leur audience soit proche du message qu'elles vont faire passer et quand elles parlent d'Aglaïa, elles parlent des valeurs de la marque et on a compris que pour nous, en tout cas, ce qui fonctionne bien actuellement, c'est d'avoir des personnes qui sont, green, comme on les appelle, les influenceuses un peu green, voilà, parce que ça fait écho. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Karine Bozon. Salut Karine. Salut, Tu merci vas bien? beaucoup de me recevoir. Très bien, merci. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode à distance. Karine, tu es à Marseille et moi à Paris. On enregistre sur Zencaster. Karine a fait l'effort en last minute d'aller acheter un casque de gamer avec un micro. Donc j'espère que le son vous conviendra, chers auditeurs. Karine est la cofondatrice de Aglaïa & Co, cofondatrice avec son mari Jean-Thomas et son témoin de mariage Florent, à qui on passe le bonjour. C'est une histoire de famille, ou en tout cas une histoire proche, c'est intéressant, on pourra revenir sur ce sujet. Aglaïa & Co, c'est une marque française éthique et engagée de bijoux pour l'instant, de mode bientôt. Oui, C'est tout à ça. fait. Que tu as fondé il y a 6 ans. Bientôt 6 ans, oui. Bientôt 6 ans, autofinancé, qui fait quelques millions d'euros avec une croissance x2 d'année en année. 11 employés, basés à Marseille, comme je l'ai dit. Et on va aborder aujourd'hui la genèse, la croissance, vos ambitions et surtout ce marché ce marché des bijoux éthiques, responsables, des triggers d'achat, du made in France qui est important, du made in France qui a été un peu chamboulé, on va dire, en tout cas malmené peut-être ces derniers mois, on en parlera aussi. Merci Karine d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je veux juste passer un petit coucou à Théo Lyon, qui est le fondateur d'une agence qui fait de l'achat média, agence spécialisée en achat média sur Facebook, qui s'appelle Kudak, COUDAC.com. Merci Théo, c'est Théo qui a permis cette intro. Théo, alors tu me le diras, on en parlera un peu tout à l'heure, mais Théo qui est en dernière année d'HEC, mais qui a déjà monté une boîte qui a 11 employés, donc Kudak qui cartonne, Ouais, je trouve ça, ouais. voilà, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Non, c'est génial ce qu'ils font. Et j'en profite parce que c'est sympa, mais je passe un petit coucou à Laura Cohen-Azan, qui est une ancienne de Boucheron et ancienne de Swarovski, où elle était directrice de la communication et du marketing, où on a abordé justement les sujets d'éthique, d'éco-responsabilité, de diamants de synthèse d'ailleurs, et qui est un sujet qui m'a hyper intéressé. Donc merci encore Laura pour ton temps et je serai heureux avec toi, Karine, d'aborder ces sujets aujourd'hui. Avec plaisir. Pourquoi Aglaïa? Alors, pourquoi Aglaïa? On s'est réveillés, il y a 6 ans, Jean-Thomas, Florent et moi avec une envie folle de changer les choses, de quitter nos jobs et de mettre un peu plus de valeur dans nos vies, professionnelles et voilà et du coup on s'est lancés, un des prérequis, de la marque, c'était, de faire du made in France. C'était un prérequis. Hem On est parti sur les bijoux parce que c'est moi qui ai donné l'idée, parce que c'était un ADN propre. C'est pas un Heu, univers dans lequel vous évoluiez dans le non, non, concret. non, on était en finance tous les 3, Ok. donc rien à voir, enfin même si ça donne les clés quand même pour, pour lancer une boîte. Mais voilà et du coup, on a mis plein de valeurs autour de la marque. On veut montrer qu'une marque, une entreprise peut, aider la société au sens large, et être la plateforme du changement. Donc on reverse 5 de notre chiffre d'affaires à des associations avec qui on est partenaire et on veut montrer qu'une entreprise peut être viable, peut être rentable tout en ayant, ces valeurs-là en fait, de partage.
Ok, ok. Donc vous avez monté ça il y a 6 ans. Pourquoi ce nom, Aglaïa? Aglaïa, c'est le nom d'une déesse dans la mythologie grecque qui représente la splendeur, le rayonnement. Voilà, on voulait un nom qui fasse du sens pour nous. D'accord. Vous produisez vous-même? On produit exclusivement en France avec des ateliers partenaires. Ok. On a un tout petit atelier depuis le début, mais qui se développe un petit peu depuis septembre l'année dernière avec un recrutement en interne. Mais sinon, on travaille avec des ateliers partout en France qui sont spécialisés dans leur domaine, tant sur la bijouterie que sur les autres secteurs qu'on développe. Ok. Sur ce secteur, pour nous donner un peu tes insights marché, le Made in France, c'est quelque chose qui est très partagé, peu partagé par d'autres acteurs plus installés? Alors non, le Made in France, comme dans la mode, a disparu ces dernières années au profit des pays à l'autre bout du monde, au profit de l'Asie et notamment de la Thaïlande pour la fabrication. Et en France, c'est une vague de fond qui revient depuis 5-10 ans. Le fait de réinternaliser les savoir-faire et de refaire produire en France parce que le consommateur se rend compte a envie de reconsommer français. Ça prend du temps, tous les savoir-faire ne sont plus forcément tout à fait présents en France. Donc oui, il y a des marques sur ce créneau-là, on n'est pas les seuls clairement, mais les grands acteurs ne sont plus forcément sur du Made in France. Et quand je dis grands acteurs, c'est grands acteurs du luxe. Pas forcément, de la bijouterie tout simplement. Ok, d'accord. De la bijouterie, sans les citer, mais des grands acteurs qu'on connaît tous, qui sont plus classiques et implantés depuis longtemps ne sont plus, enfin plus en Forcément, ou plus tous. Ok. non, non, non. C'est intéressant, c'est des métiers en plus qui disparaissent un peu, j'imagine, au fur et à mesure. Donc Mmh. c'est difficile de trouver des talents. C'est difficile de trouver des talents. Alors après, on a des ateliers avec qui on travaille, qui sont formidables et qui nous accompagnent. Mais oui, il y a quand même des spécificités, notamment des certisseurs qui sont plus compliqués à trouver aujourd'hui en France, parce que les marques comme nous, on fait moins la demande aux ateliers et que le c'est toujours la même chose, hein, le coût est plus important de le faire en France qu'à l'autre bout du monde. Et voilà, les marques ont fait un choix au fil du temps. Donc, voilà, il faut avoir cette ambition de refaire ces productions en France. Je trouve intéressant ce que tu dis sur la transparence. Je regardais les stories que vous aviez sur Insta justement, où c'est très à la fois didactique et en même temps pédagogue sur comment est-ce qu'on va fondre, comment est-ce qu'on va former, comment est-ce qu'on va sertir Exactement. les bijoux. On est sur quelle gamme de prix pour Aglaïa? Les plus petits prix sont à 29 €. C'est aussi pour montrer qu'on peut faire du made in France éthique avec tout ce que j'ai dit juste avant, avec des pierres naturelles, pour montrer qu'on peut arriver à avoir, des plus petits prix, même en made in France. Et là, on monte, avec les dernières créas qui sont sorties, ce mois-ci à 250 €, avec des pierres sourcées en toute transparence, un saphir. Enfin, on pourra y revenir juste après, mais voilà, on a un petit peu cette gamme-là de prix qui permet de couvrir plusieurs porte-monnaies, enfin qui permet d'avoir une offre assez large. Ok, compris. Donc transparence, éthique. Et Made in France. Sur l'acheteur, si on se concentre sur vos personas, qui sont vos cibles? Alors notre cible, ce sont des femmes puisqu'on fait que des bijoux pour femmes aujourd'hui, et ce sont des femmes qui sont quand même qui ont ces valeurs-là, enfin qui portent ces valeurs-là, qui prêtent une attention particulière à ce qu'elles vont consommer, parce que même si, je le disais, on a des prix à 29 €, malgré tout, on reste plus cher qu'une marque qui va pouvoir fabriquer à l'autre bout du monde, puisqu'on n'a clairement pas les mêmes coûts avec ces marques-là. Ok, mais le trigger d'achat va être, c'est pas forcément enfin, quels sont les triggers d'achat justement de cette cible, de votre cible? Alors à mon sens, le trigger d'achat, ça va être le made in France et l'impact humain et environnemental qu'on a autour de la création et bien évidemment le design, la création. Ok. Si je reviens maintenant à la genèse, donc il y a 6 ans, vous décidez de vous lancer, vous choisissez le
la verticale de la bijouterie parce que ça t'intéresse. Vous avez vos passés, votre expérience en finance. C'est quoi la première étape? Trouver les fournisseurs. Première étape, c'est trouver les fournisseurs et c'est comme toutes les jeunes marques, les petites marques au début. Et ben, il faut arriver à trouver des fournisseurs qui nous font confiance malgré des quantités qui sont très petites. C'est tout apprendre aussi parce qu'on vient pas de ce milieu-là. Hem, Mais ça se dessine pas comme ça du jour au lendemain. On s'improvise pas designer de bijoux. les créas d'il y a 5-6 ans, ne ressemblent plus à celles qu'il y a À aujourd'hui, celle ça c'est d'aujourd'hui. clair. Qui faisait la créa à l'époque? Comment? Qui faisait la créa à l'époque? C'est moi, c'était moi Ok. dès le départ, et jusqu'à octobre de l'année dernière, c'était moi qui gérais absolument tout, sur ce côté-là. Depuis, octobre, on a recruté une personne directement sur, l'innovation, produit, donc on est à 2 maintenant sur ce sujet. Mais, oui, clairement en 6 ans, ça a évolué puisque j'ai appris, sur ce domaine-là, ce qui est passionnant et Comment le vous plus dur. répartissez les rôles d'ailleurs à date? Alors du coup, tout a évolué puisque, en fait, l'année dernière, on a recruté 5 personnes, qui nous ont rejoints, sur la fin d'année et une personne, là, en début d'année. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que chaque année, nos postes évoluent, nos rôles évoluent. On a, Florent qui est, dédié sur, le site internet qui est fait en propre, chez Aglaïa. On a, Jean-Thomas qui est en support puisque du coup lui, n'est pas full, sur Aglaïa. Il a toujours son poste, par ailleurs. Donc il nous aide, sur des réflexions un peu long terme, sur des choses un petit peu stratégiques et moi qui, gère un petit peu tout le reste. Donc maintenant aidée par pas mal d'équipes, qui nous ont rejoints, donc ça c'est chouette. On peut évoluer avec des personnes, qui sont dédiées sur les projets, mais un petit peu tout en fait. Ok. Donc trouver des fournisseurs ou en tout cas des ateliers, dessiner les premiers modèles, arriver à les convaincre de vous faire confiance, de vous suivre alors que les quantités initiales sont, on va dire faibles, petites. Tu me donnes pas tes chiffres, mais admettons 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un panier moyen à 100, ça fait quand même 30 000 produits. Donc je sais pas si on est très très proche, très très loin de la réalité. Est-ce que ce sont les mêmes ateliers qui vous accompagnaient il y a 6 ans qui vous accompagnent encore aujourd'hui? Oui, Donc vous le avez fait le choix, pardon, le fond de ma pensée, c'est que vous avez fait le choix dès le départ de pas, enfin peut-être de travailler avec des artisans qui ont la capacité, qui avaient la capacité de vous accompagner dans le complètement. scale. Complètement. Au début, on n'avait qu'un seul atelier avec qui on travaillait. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Donc c'est ce qui permet aussi de grandir et chaque atelier a des spécificités qui lui sont propres en matière de fabrication. Ce qui nous permet d'avancer sur des créas qui sont très différentes. Donc oui, on a toujours le premier atelier qui nous a fait confiance, au premier jour et on a grandi avec également d'autres ateliers pour d'autres créas. Ok, ok. Trouver l'atelier, faire les designs, lancer les productions, et ensuite il faut vendre. Oui. Il faut se faire connaître, il faut tout découvrir, des réseaux sociaux parce que pour le coup, c'était pas du tout notre ADN. Donc on a tout appris, ça a pris un peu de temps, c'était un petit peu chaotique au début, mais voilà, Est-ce une que, fois est-ce que que c'est du coup, en prenant un peu de hauteur et de recul, tu as des conseils à donner sur cette première période de création de la boîte, des apprentissages, des frictions que tu aurais pu éviter, ou des heu wins d'ailleurs sur lesquels tu peux. bah, c'est sûr que en sortant de finance, on se dit qu'on a pas mal de clés pour monter une boîte, voilà, sur certains domaines, en tout cas, c'est une réalité. Maintenant, en marketing, on a cru au début que, enfin, pour la petite anecdote, que, faire un partenariat avec une créatrice de contenu, une influenceuse, qui avait, 5 000 abonnés, on allait, révolutionner, tout ça et qu'on allait être extrêmement connus sur Instagram notamment. Bon, clairement non, ça n'a pas été le cas et on a appris au jour le jour de comment ça fonctionnait. Il faut se lancer, il faut tester, il faut tout tester en fait, et il faut pas avoir peur d'y aller. Nous, on a mis un peu de temps là-dessus, pour, démarrer vraiment sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a 6 ans, Instagram, bon, c'était déjà bien présent, mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite sur ce canal-là et on était un peu frileux, puis on savait pas trop comment ça fonctionnait donc voilà, l'apprentissage a été un petit peu long et parce qu'on ouais, on n'a pas forcément testé très vite, plein de choses.
Ok. Euh, Avant de commencer à communiquer il y a 6 ans, tu dois poser la marque, j'imagine. Mhm. Est-ce que vous le faites en interne ou vous vous faites accompagner? Poser En les interne. valeurs, poser l'identité. On a tout fait en interne. C'était ce que je disais au début. Le prérequis, c'était de faire un produit qui soit made in France et ensuite on a réfléchi ensemble, pour le coup, c'est Florent qui a, mmh, a eu l'idée, enfin l'idée de reverser 5 de notre chiffre d'affaires à des associations, heu, pour, hem pour aller encore plus loin dans cette éthique-là et pour montrer qu'une entreprise peut être viable, peut être rentable, en reversant 5 du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on reste, tout petit, les associations qu'on accompagne, ça les aide énormément, notamment pour les plus petites. Maintenant, c'est sûr que si, des grandes enseignes, des grandes marques, mondialement connues le faisaient, ça changerait la face, du monde, clairement. Ouais, ce serait clairement une bonne chose. Ouais. Euh, Vous avez fait des recherches un peu des insights pour avoir de l'insight consommateur au moment du lancement sur, je sais pas, le positionnement prix, sur le. Ou Ou oui, c'était à enfin, on l'instinct? Non, mais sait ouais, on a le droit non, d'avancer à l'instinct, hein. Je on vois Karine, pardon, j'ai la vidéo, on n'est pas à distance, mais j'ai la vidéo, je vois Karine qui hésite comme ça. Mais... non, on s'est lancé. On s'est lancé, on a ajusté, «en direct» entre guillemets, par rapport à tout ça, mais on s'est lancé, on a testé. Pour le coup, sur le côté produit, on a vraiment testé. Ok, ok. Euh, le produit se lance, vous lancez les ventes, vous lancez le marketing, fast forward, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. On est 6 ans plus tard, vous êtes une dizaine d'employés, plusieurs millions de CA, du x2 en croissance d'année en année. C'est quoi votre principal enjeu aujourd'hui? Financer le stock par rapport à par rapport au fait qu'on soit autofinancé, c'est, grandir, faire du x2, c'est génial et c'est passionnant. Ça implique, toujours de nouveaux sujets, de nouvelles, problématiques, de nouveaux enjeux. C'est une marque de retail, donc ça implique aussi de pouvoir, assurer, Ouais, ton BFR et ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un enjeu clé et l'enjeu clé, c'est de continuer à avancer, enfin les autres enjeux clés, c'est de continuer à avancer autant sur la production, autour de tout ce qu'on s'est dit, bien enfin en grandissant, d'aller même encore plus loin. On a des beaux projets qui arrivent et de continuer à se faire connaître et à diversifier, nos plateformes de communication, au maximum. ok, ce choix d'être en autofinancé, c'est un choix que vous avez fait dès le départ. Vous avez Oui. pensé à un moment à lever les fonds, vous avez joué On avec y a l'idée. pensé, on est contacté de temps en temps, par, des investisseurs. Pour le moment, c'est pas ce qu'on souhaite faire. On souhaite rester, nous 3 et avoir, toute, L'attitude, liberté. exactement. Voilà, on ferme pas la porte, à des investisseurs, par la suite, mais pour le moment, en fait, on veut monter une marque, qui soit très forte et sur laquelle on a tout en prise, pour peut-être un jour, ouvrir, mais pas aujourd'hui. J'avais abordé ce sujet avec Nathalie Mallet qui a fondé une marque qui est un peu différente, mais qui est Lily Co. Il y a aussi Co dedans. On avait abordé un sujet qui était intéressant, c'était le phénomène de mode dans la mode ou dans le bijou. Je vais dire un truc, mais je suis pas sûr de ce que je dis, donc je t'en prie, contredis-moi si c'est pas le cas. Mais je pense par exemple à des célèbres bracelets qui se clipsaient par un Oui, aimant, qui était dont il y a eu une mode pendant quelques années, mais très très forte, qui ont dû exploser. clairement. Ensuite, j'imagine que tu dois ensuite te réinventer. Enfin, il y a cette espèce de climax où tu espères arriver. Comment tu le fais durer ensuite? Comment tu y arrives? C'est un enjeu pour vous. Donc, ma question est multiple. J'imagine. La première, c'est est-ce que tu testes un produit phare? Est-ce que tu as un produit phare? Comment est-ce que tu fais tes évolutions de produits, tes nouveaux produits? Alors oui, c'est clairement un enjeu. Après, la clé pour durer, c'est de pas faire de l'éphémère. On a des intemporels qui sont là et pour le coup, une des collections qui marche le mieux, c'est une des toutes premières collections d'Aglaïa. C'est quelque chose de très simple, de très, épuré. Heu, voilà et ça, c'est un intemporel qu'on renouvelle, qu'on dynamise avec de nouvelles créas, de nouvelles pierres autour de cette création-là. C'est notre collection élégance. Hem
voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont immuables chez Aglaïa et qui font que c'est pas éphémère et c'est une clé donc pour la pérennité de la marque. Et ensuite, on a des créations, en fait, on a un cycle d'innovation qui est assez fort, mais avec des quantités qui sont limitées, ce qui nous permet de gérer les stocks au mieux. On sort, oui. J'aimerais que tu creuses un peu. C'est un cycle d'innovation assez fort. Ça veut dire que vous faites régulièrement des nouvelles lignes, des nouvelles collections? Complètement, on fait 6 collections par an, plus 5 créations par mois, en quantité extrêmement limitée, qui nous permet de tester certains designs, certains produits, certaines pierres, enfin vraiment de nous tester. Elles sont en quantité limitée. Si le design fonctionne, on la crée en collection, l'année d'après, enfin le temps Permanente ou de en... Ok. exactement, le temps de développer toute la gamme. On la crée en collection, ce qui nous permet d'avoir vraiment un retour, de nos clientes, si la créa a fonctionné et ce qui nous permet derrière de aussi dimensionner le stock de la collection qui va en découler. Si la créa, elle a vraiment très, très bien performé ou si elle a bien performé et à partir de là, on dimensionne nos stocks. Donc du test and learn en fait sur des nouveaux produits qui vous permettent d'avancer par itération sur les gammes plus long terme, je sais pas comment on peut Oui, dire. exactement, exactement. Et après sur les collections, c'est des collections qui durent, en général, entre 1 et 3 ans, 5 ans pour notre best-seller, qui restera du coup. Et c'est vrai que c'est apprécié par les clientes, que les gammes ne soient pas arrêtées en permanence et qu'il y ait quand même il y ait quand même Il y a des nouveautés, il y a du renouvellement, enfin c'est ça, il y a à la fois rafraîchissement. des nouveautés, de tous les mois, et en même temps, il y a des gammes qui restent, et qui peuvent être commandées au fur et à mesure quand elles commandent pas tout toute la collection, enfin pas toute la Ouais, collection, mais voilà, donc ça permet de garder ce lien et c'est hyper important. Enfin et du coup, ça permet d'avoir à la fois ce dynamisme et à la fois, la longévité. ok, ok, intéressant. Et c'est toujours toi qui fais le design produit? L'évolution. Moi et depuis octobre, Emmanuel nous a rejoints et en charge, m'aide sur ces sujets. Ok. Euh, sur la distrib, vous êtes en direct to consumer, enfin via votre site web uniquement, principalement? Uniquement, Uniquement. Pourquoi ce uniquement. choix? Pourquoi ce choix? Parce que reverser 5 de notre chiffre d'affaires à des associations, bah, quand même on dégrade notre marge, on va pas se mentir et de passer, par, des revendeurs, économiquement parlant, c'est pas forcément viable. On n'est pas fermé sur, pour être demain peut-être, présent sur, des acteurs, des beaux acteurs j'ai entendu un podcast précédent où quelqu'un était présent, au bon marché et ça Ça crée une sorte de légitimité autour de la marque ou exactement, de... Ouais. exactement. Donc on n'est pas fermé sur ce genre de point de vente, mais pas être distribué, à plein d'endroits, c'est juste impossible pour nous. D'accord, mais vous avez déjà essayé avec des corners, avec de la vente éphémère, Non, on n'a pas full pris le temps de le digital faire. depuis le début? Ouais, exactement. Ah, attends, tu as dit on n'a pas pris le temps, donc c'est que Pour vous auriez... Ok, pour des enseignes comme le Beau Marché ou ce genre ce type de lieu, qui voilà, qui assoit un petit peu une marque, mais pas pour aller dans plein de boutiques, ça sera pas possible. ok, ok. Euh, Tu parlais de vos clientes régulières qui aiment en tout cas qui aiment certaines de vos collections mais qui aiment quand même la nouveauté. Euh, tu as beaucoup de repeats. Comment est-ce que tu travailles ta base justement pour Ouais. je crois qu'il est 8 fois plus cher de mémoire, mais ça a quelques années déjà cette stat, mais de conquérir un nouveau client que de revendre un client existant. Comment est-ce que vous travaillez vous la base existante? Oui, effectivement, on a un réachat qui est pas mal, on le travaille, bah, justement par ce renouvellement des collections et là, on est en train de mettre en place un système de fidélisation client qui va permettre, d'offrir des avantages à nos clientes pour essayer de justement renforcer ça, puisque comme tu le dis, ça coûte moins cher d'avoir, des clients réguliers plutôt que d'aller en chercher des nouvelles, c'est clair. Ok, ok, intéressant. Euh,
Pour rester sur la partie business et les enjeux, du coup, quels sont les relais de croissance sur lesquels tu peux aller chercher du newbies? Alors sur les plateformes, nous on est exclusivement présents sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. On est présent sur, Facebook, Instagram depuis la création. Il nous est arrivé une petite mésaventure en janvier. On s'est fait hacker notre compte Instagram, voilà, donc grosse frayeur à bord. Ça a pas duré très Quel enfer ça! c'est ça. Non mais ça arrive, je pense que chers auditeurs, ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais il y a pas de 06 à appeler quoi, il y a pas de 01, Non. 0800. Non, là-dessus, c'est un peu obscur. Enfin, alors pour le coup, on a été aidés par Kudoc, donc notre agence qui s'occupe de la pub Facebook, qui a pris un petit peu le relais pour nous. D'ailleurs, je les remercie là-dessus parce que vraiment, ils nous ont aidés à trouver ne serait-ce que le chat pour aller parler à quelqu'un de Facebook et leur dire ce qui se passe. C'est pas extrêmement rassurant, parce qu'on n'a pas l'impression d'être compris. Enfin, les gens c'est un chat déjà, donc c'est pas voilà. On a, une fois qu'on fait la demande, on n'a plus d'infos de Facebook. Nous, ça a duré 24 heures, donc ça a été extrêmement rapide par rapport à des histoires que j'ai pu lire à droite à gauche, donc ça va. Mais c'est vrai que pendant 24 heures, c'est silence radio et on voyait notre compte, on voyait tout ce qui se passait sur le compte Instagram, avec, en dernier, une petite photo de Phoenix, sur, la photo de profil. Oh là 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 là. Le compte qui était introuvable, donc on se disait si le compte est supprimé, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on savait vraiment pas trop ce qui pouvait arriver. Il y a pas eu de demande de rançon, il y a rien eu. Eh ben non, on pensait que ça allait être ça et pas du tout. Et 24 heures après, un petit message de Facebook qui nous dit votre compte, je sais plus comment il tourne ça, mais en gros, votre compte est de nouveau à vous. Et on a récupéré le compte, on a vite changé la photo et rien s'était passé en fait. La bio était partie, enfin avait été supprimée, mais c'est tout. On n'avait pas, il n'y avait pas de photo qui avait été supprimée, on n'avait pas, voilà, il y avait rien d'autre. Donc OK. on a tout changé, note à petite, Note pour plus tard? Non? rétex, ouais c'est ça, petit rétex d'expérience, bien avoir la double authentification, sur, toutes les plateformes parce que je pense que, ils auraient eu plus de mal si on l'avait fait correctement. Donc tout a été En changé. pratique, tu sais ce qui s'est passé ou pas? Oui, enfin je sais. En gros, je sais pas comment exactement il a pu faire ça, mais, moi sur le mail, qui est en lien sur Instagram, on a eu un message, un mail dans la même minute en fait qui disait, votre, nom d'utilisateur a été changé, l'adresse mail a été changée, le numéro de téléphone a été changé. Si vous voulez, stopper ça, appuyez là, mais il y avait rien, il y avait pas de lien et tout a été changé et en fait j'ai vu tout ce qui se passait sans pouvoir rien faire et voilà, c'était fait. Incroyablement frustrant. C'est arrivé à un de nos clients aussi. On a réussi pareil, à lui sauver son compte. C'est arrivé à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, dans mon entourage, qui, pour l'instant, n'a pas réussi à récupérer son Ouais, compte. Et c'est c'est vrai, alors ton Rex est juste, hein. Faut vraiment penser à la double authentification, surtout les mots de passe. Mais vraiment pas des mots de passe bêtes, genre admin ou le nom de la boîte. et ouais, c'est ça, Et, c'est clair et et ne les changer et les changer régulièrement, vérifier qui y a accès. ouais. Là, dans mon entourage, en l'occurrence, je crois que c'était un stagiaire. Et puis un jour, il est parti, le mail a été supprimé, et en fait, le numéro de téléphone aussi, parce que la personne avait changé de numéro de téléphone. Et du coup, même avec la double authentification, enfin le double sign, enfin Facteur, facteur, voilà. ouais, Il n'arrive plus à se connecter. C'est un enfer, quoi. mais c'est vrai que, bon, bah, alors ça me semble ridicule, mais du coup, c'est plus, parce que du coup, c'est des mots de passe différents de partout, c'est un peu l'enfer derrière et du coup, le bon vieux post-it, est plus sécure en fait que les mots de passe, enfin, c'est horrible, mais voilà. On Bon, a quand super, même, ça nous fait une belle transition pour parler de marketing. Donc, en dehors de ce compte Instagram hacké en début d'année, mais que vous avez réussi à récupérer, vous êtes oui. sur Instagram depuis le début. Oui, on est sur Instagram depuis le début. On travaille beaucoup avec l'influence, les créatrices de contenu. Pareil, ça a été un apprentissage, un petit peu long, mais avec lesquels aujourd'hui on travaille extrêmement bien. On a une vraie relation. Raconte-moi un peu ton approche de Ouais, l'influence. en fait, on les gère en interne pour la plupart. On ne passe pas ou vraiment à la marge par des agences, parce qu'on veut avoir, ce lien avec, les filles avec qui on travaille. Il y en a certaines, ça fait,
quasiment depuis le début de la création d'Aglaïa qu'on bosse avec elle, et donc il y a une vraie relation de confiance, on se connaît. Pour certaines, on s'est déjà rencontrées. C'est la clé pour nous de tout ça. Ça fait aussi partie des valeurs de la marque d'avoir quelque chose d'humain autour de tout ça. On bosse ensemble, mais c'est pas que pour le business. On a testé pas mal de choses sur l'influence, et on a compris que pour nous, en tout cas, ce qui fonctionne bien actuellement, c'est d'avoir des personnes qui sont sur la partie un petit peu green, comme on les appelle, les influenceuses un peu green, parce que du coup, ce qui est hyper important avec l'influence, c'est que leur audience soient proches du message qu'elles vont faire passer. Et quand elles parlent d'Aglaïa, elles parlent des valeurs de la marque. Et donc, il faut avoir une communauté qui va entendre ces messages-là et pour qui ça fait sens. Donc, nous, ça marche très bien avec des influenceuses qui sont orientées green. Voilà, parce que ça fait écho. Mais donc, pardon, vas-y. On a essayé avec des influenceuses qui étaient plus sur la mode ou ce genre de choses, qui bossent avec des marques qui n'ont pas notre éthique, et c'est plus compliqué. On a envie d'y retourner avec une autre cible peut-être d'influenceuses pour quand même retourner sur quelque chose d'un peu plus mode, mais on n'a pas encore trouvé le bon créneau sur la mode. Ok, ça veut dire que toi, tu as un réel travail de sélection de ces influenceuses. Oui, complètement. Quels sont tes filtres? Qu'est-ce qu'il y a dans la passoire? Alors, dans la passoire, on a les sujets qu'elle parle, enfin dont elle parle, leur communauté, malgré tout, la taille. On n'est pas sur des nanos, on va pas sur les toutes petites, mais on a des petites, des micros, mais pas les nanos. Le taux d'engagement. C'est à partir de combien pour toi, micro? Nous, les plus petites qu'on doit avoir, elles sont autour de 15-20 000. Ok. Donc du coup, on vérifie aussi leur taux d'engagement, voilà, qui est extrêmement important. On va pas sur des personnes qui ont un taux d'engagement inférieur à 3% sur Insta. Et on prête une très forte attention aux autres collabs qu'elles font. Ok. Ensuite, prise de contact. Ensuite, prise de contact en direct. On a une personne qui est dédiée au partenariat en interne. Voilà, prise de contact en direct avec un échange. Et si on sent, c'est ça aussi, si on sent que la personne en face de nous est intéressée et portée par les valeurs, on y va. Si c'est uniquement de OK, ça marche, c'est temps et rien de plus Oui, plus pas fort, on d'atome n'y va pas. crochu, quoi, en gros, quoi. Exactement. Pas de. Ok. Exactement. Parce qu'on veut des relations sur le long terme. Parce que nous, ça fait toute la différence. Alors la question est peut-être bête, mais tu dois pas être la seule marque à avoir ce discours et cette approche. Comment est-ce que tu convaincs une influenceuse, un influenceur de travailler avec toi, du coup? Est-ce que tu as d'autres leviers ou Non, non, pour le coup, oui, on n'est pas tout seul. Sur la partie bijoux, mode, il y en a beaucoup sur la partie beauté. Sur la partie bijoux, mode, il y en a quand même un petit peu moins. Mais non, le deuxième levier, c'est les créas. C'est qu'il faut que la marque plaise. Il faut que ça plaise, quoi. Bien sûr, c'est évident. Je fais un tout petit détour. Chers auditeurs, vous avez certainement entendu j'allais dire scandale, mais en vrai, ça va dans notre microcosme, mais qu'il y a pu y avoir il y a quelques mois sur Balance ta Startup, justement à propos du Made in France. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, sur la communication que vous avez avec vos clients, influenceurs, partenaires, influenceuses? Ouais. Est-ce que ça a eu un impact? Non, on est droit dans nos bottes depuis le début, donc en fait, ça nous a pas franchement touchés. Mais par contre, on s'est dit qu'on allait mettre encore plus de transparence dans nos communications, et de montrer encore plus l'envers du décor dans les ateliers, montrer qu'un bijou chez nous, typiquement par exemple un bijou du Made in France, nous on travaille pour une des techniques qui est travaillée sur des plaques de laiton ou des plaques d'argent qui arrivent brutes et sur lesquelles on vient usiner, donc faire des découpes avec une machine très particulière, et après tout est travaillé sur cette base-là. Donc en fait, on vient montrer de A à Z le travail du produit pour montrer le Made in France. Parce qu'il y a un biais autour du Made in France quand même, c'est que la législation autour de ça est assez
L'axe? Ouais, voilà. En l'occurrence, tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, il faut qu'il y ait un certain pourcentage, de la création, qui soit, fait en France. Sauf que enfin de la création ou du prix, enfin du coût du produit soit fait en France et du coup, c'est très aléatoire parce que par exemple sur du laiton, la base, le laiton ne coûte, pas grand chose clairement. Mais c'est le travail qui va être fait autour et du coup, une base de laiton qui coûte pas grand-chose, qui est juste entre guillemets, plongée dans du plaqué or, en France. Le plaqué or coûte très cher pour le coup. Donc plaqué or, c'est du 3 microns, sur, peu importe la surface, enfin la matière. Ça coûte très cher pour le coup cette action-là et ça peut donner toute la valeur au produit et c'est made in France. Là où nous, OK, le je tout comprends. le produit, sur une base laiton brut, donc en plaques et fait en France. Pareil pour les fontes, c'est une autre technique de la bijouterie qu'on utilise. La fonte, là sur les dernières médailles qu'on a pu faire, les fontes, sont des fontes à cire perdue qui ont été, complètement travaillées en interne par Emmanuel. Pour dessiner, une médaille sur la cire, ça prend au minimum 5 heures et pour avoir la bonne, parce que si on se trompe, si on fait n'importe quoi qui va pas, on recommence de zéro. Et ensuite, ça part à la fonderie avec laquelle on travaille à Lyon, qui va faire le moule. Enfin, c'est un process qui est extrêmement long et sur lequel on on donnait pas toute la transparence, jusqu'à ces scandales-là et où on s'est dit: «Non, il faut qu'on aille plus loin». Donc moi, je monte régulièrement dans les ateliers pour, faire le suivi, pour rencontrer les gens, pour avoir ces échanges, pour travailler ensemble, ce qui est essentiel. Et là, on s'est dit, et ben, on monte, mais on monte avec notre photographe qui va mettre en lumière tout ce travail-là qui est vrai, qui est sincère, mais voilà, pour que le client comprenne, qu'est-ce qu'on travaille. On veut pas pointer du doigt qui que ce soit, mais on veut montrer que comment nous on fait et c'est extrêmement important. Mais la transparence, c'est la base et après, juste le client sait ce qu'il achète, mais en toute transparence. C'est tout. La transparence, c'est la base et c'est intéressant de pas pointer du doigt et en même temps de montrer l'exemple. Donc c'est un peu ce que tu es en train de me dire. Hem et je repense à cette story que j'ai vue, qui était belle en vrai. C'est des belles images, c'est une belle approche et c'est un métier qui est magnifique. Moi, on adore chez Cosa Vostra les savoir-faire ancestraux. Je fais une petite parenthèse, mais on a un client horloger, pardon, qui s'appelle H. Moser. C'est un horloger suisse, l'un des plus vieux et toujours indépendant. Ils ont 200 ans, je crois. Et on avait eu cette discussion sur le Swiss Made où beaucoup d'horlogers suisses qui appartiennent à des grands groupes euh, font du Swiss Made, mais en fait le Swiss Made, je crois, je sais plus, je crois que c'est 51 ou 60% de la toquante qui doit être en plus assemblée. C'est même pas produite en Suisse. Ouais. Et eux, ils avaient fait c'est un peu un enfant terrible de l'horlogerie, Moser, mais il faut des choses incroyables. Ils avaient fait une montre en fromage, mais du fromage qui avait été D'accord. revu avec du titane, avec voilà, mais le cadran était en fromage et c'était la première montre qui était 100% Swiss made. C'était assez drôle, juste pour ce petit pied de nez à l'industrie. Mais en tout cas, le discours était intéressant, il était assez proche, c'est que effectivement Swiss made ou made in France, au final, on peut jouer avec Et ouais. Et là, on a regardé pour le label, Origine France Garantie, donc on est en train de prendre un petit peu des contacts, voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est extrêmement cher et c'est un gros frein donc il y a un coût, extrêmement cher, ça veut dire quoi? bah, enfin extrêmement cher. Hem, Non, mais pour avoir un ordre de grandeur, pardon. En fait, alors on est aux prémices du projet, mais en gros, c'est par site de production qu'il faut faire, labelliser et vu qu'on a, entre 10 et 15 sites de production sur, tous les produits qu'on a, l'audit, ça entre 3 et 5 000 € pour chaque site. Oui, ok. Et aujourd'hui, on peut pas se le permettre, et voilà, c'est une question de coût et c'est sûr que les labels, toutes les marques ne peuvent pas se les permettre, c'est très Et cher. qu'est-ce qu'il y a comme critère pour obtenir ce label? Alors c'est que, bah, toujours pareil qu'une certaine, proportion du produit soit faite en France, mais en fait, c'est qu'ils viennent, du coup auditer et valider tout ça et sur, 3 ou 5 ans, je sais plus, il y a plusieurs audits qui sont faits, et du sourcing de la matière, je pourrais pas rentrer dans tout le détail parce que vraiment on en est aux prémices, mais c'est très lourd. C'est très lourd et pour nous, trop cher à mettre en place à aujourd'hui.
On sort un peu du market, mais tu as une bataille à un moment entre, alors interne ou pas, mais entre valeur et tu vois, croissance, coût, non? Euh, Alors nous on va prendre le pied d'être plus transparent sur les réseaux sociaux pour montrer tout ça, même si on pourra pas avoir ce label-là, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais non, on transigera pas sur les valeurs de ce qu'on de nos produits. Ça c'est non, on n'ira pas là-dessus. C'est juste qu'on n'aura pas de label, mais on ne transigera pas pardon sur nos valeurs. Ok, intéressant. Je pense qu'une fois que tu te travestis, de toute façon, tu es perdu. Donc, Clairement. j'entends et j'y suis très sensible. On est pareil ici. Je continue cette parenthèse qui est un peu longue, mais on reviendra au marketing dans une seconde. Vous êtes entreprise à mission, du coup? Est-ce que vous avez réfléchi à... Oui, enfin, c'est un peu s'autoproclamer, mais oui, on veut, à notre échelle, encore une fois, en étant tout à fait humble de tout ça, on veut changer les choses à notre manière. Et effectivement, sur Aglaïa, on a des perspectives. Par exemple, sur les matières qu'on utilise, on a un sourcing qu'on veut transparent le plus possible. Ça prend du temps, c'est très très long. Et on veut, autant pour les pierres, avoir une transparence totale jusqu'à la mine, et sur l'argent, sur les matériaux utilisés, au fur et à mesure, avoir du 100%, par exemple, argent recyclé. C'est un objectif qu'on a pour la fin d'année prochaine. On verra si on y arrive. Mais oui, évidemment on veut faire changer les choses à notre échelle, Ok, ok. en toute humilité. Et parfois, l'exemple est mieux que la déclaration. Pardon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, Danone, qui est entreprise à mission depuis 3 ans, on voit le résultat aujourd'hui, alors que... Ouais. C'était facile. Je reviens au marketing. Influence, on en a parlé. Instagram, comment est-ce que vous l'utilisez, du coup? Vous racontez votre histoire, mais est-ce qu'il y a du Instagram checkout, Instagram shopping, pardon Oui, 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 donc on a l'organique où effectivement on raconte notre histoire et tout ce qui s'ensuit, et à côté de ça, on fait pas mal de pubs sur Insta. Ça marche très bien. Pareil, c'est assez classique, et c'est avec le retargeting et après le ciblage. Et avant de travailler avec Kudak, donc Théo Lyon, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui a Ouais, permis cette intro, COUDAC, avant de travailler avec Kudak, vous le faisiez en interne? oui, c'était moi qui gérais en interne. Ok. Pourquoi ce choix de passer à une agence? Par une agence? Pour aller plus vite, pour se libérer du temps, pour Laisser faire pour quelqu'un dont c'est le métier qui le... Voilà. exactement. Aujourd'hui, de travailler avec Kudak, ça nous a permis de fortement augmenter les budgets pub, parce qu'ils peuvent ils les gèrent mieux que nous. Et d'aller sur d'autres créneaux. Ils sont très, très bons dans l'analyse de leur campagne, donc on peut vraiment ajuster finement ce qu'on fait. Moi, j'ai un rendez-vous avec Paul, qui est en charge du compte Aglaïa chez Kudak, avec lequel on redescend toutes les données. Vraiment, on travaille main dans la main. Ils ont un canal Slack chez nous pour échanger quotidiennement, et c'est génial parce que c'est géré en externe, mais par contre, c'est vraiment un échange, T'as et c'est t'as un hyper ordre de intéressant. grandeur sur votre ROAS, sur Return on Ad Spend sur Ouais, Instagram? on fait couper les pubs dès elles ont un ROS inférieur à 3-4, 3 ou 4. Et puis bon, on est très content au-dessus, mais on coupe toute pub qui est inférieure. Ok, le Return on Ad Spend, c'est le retour sur investissement pour la dépense, l'achat média, et en gros, c'est pour 1 euro investi, combien je fais de CA. Exactement. Intéressant, parce que cette dépense te permet d'acquérir de nouveaux clients, qu'ensuite il faut fidéliser, ou pour lesquels il faut faire du réachat. Donc ma question suivante sur justement le marketing et la communauté et l'activation, c'est l'utilisation de l'email. Oui. Comment est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, on n'était pas forcément très rigoureux là-dessus jusqu'à l'année dernière, et on s'est rendu compte que quand même les newsletters
avait un bon impact, chez Aglaïa et du coup c'est aussi depuis que l'équipe s'est agrandie parce qu'à un moment donné, avec 2 salariés et deux associés, plein temps, on peut pas tout faire non plus donc bon voilà. Du coup maintenant c'est une par semaine. Tous les dimanches matins, on a une newsletter qui part et c'est vrai on a des bons retours, suite à ça. Ok. Et sur donc newsletter pour tous les abonnés newsletter. On cible les femmes, on met les hommes à part et on les cible que sur certains sujets. Mais Oui, je veux pardon. dire abonnés clients comme Ah abonnés pardon. non Oui, clients. oui, Ok. complètement. Et Ok. après on cible sur certaines campagnes, que nos clients ou, de manière plus large. D'accord. Vous n'avez pas de scénario spécifique pour les clients uniquement? Non, pas encore, on y travaille. Ok. Quel outil vous utilisez pour l'email? On est sur Mailjet. Ok. Satisfait. Oui, c'est Ton Rex, non, mais voilà. t'en as utilisé d'autres. Ok. C'est voilà, pour le moment, on va tester un petit peu d'autres choses, mais bon voilà, pour le moment ça va. Acteur historique français Ouais, qui fait le job, quoi. Enfin, il n'y a pas ouais, pas de exactement. secret. Il y en a d'autres français comme Sendinblue qui cartonnent bien en ce moment. Et puis le panier, on parle souvent de Klaviyo aussi, Ouais, j'en ai entendu pas mal mix parler. de CRM. Ouais. Ouais, il faut qu'on teste, il faut qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, on va dire. Influence, email, Instagram. Mais tu me dis que vous vous lancez aussi sur TikTok. Enfin, tu m'as dit en préparant cet entretien sur TikTok et Pinterest. Exactement, ça fait longtemps qu'on voulait y aller, le petit, le petit tac, Instagram de début d'année nous a fait clairement accélérer sur ce sujet-là. Donc c'est aussi avec Kudak qu'on se lance sur, TikTok et Pinterest, pour, tout simplement être plus sécure, avoir d'autres, canaux de enfin être plus sécure et grandir évidemment, avoir d'autres canaux de communication. C'est aussi permis par un recrutement interne, d'Emma qui nous a rejoint en début d'année, qui est sur toute la partie création de contenu, et qui, voilà, c'est nécessaire, hein, pour aller sur d'autant plus de plateformes. Et on en est aux prémices, on vient de lancer, les premières ads, TikTok et Pinterest, là au mois de mars. Donc on va voir ce que ça donne. Pinterest, Tu as déjà un premier ex? Retour d'expérience, pardon, à nous. Ouais, sur Pinterest, ça a l'air d'être très prometteur. Clairement, c'est très en lien avec ce qu'on fait, c'est très en lien avec notre cible, donc ça, c'est hyper intéressant et c'est aussi, plus facile pour nous d'y aller parce qu'on a le contenu qui va bien, vu que c'est assez similaire à Instagram. Sur TikTok, on a tout à faire, puisqu'il faut quand même, des créas, TikTok. Enfin, faut comme ils disent, hein, il faut faire du TikTok et pas faire, Tout à fait. des choses, enfin, je sais plus leur formulation, mais en gros, c'est ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a eu, des rendez-vous aussi avec des personnes autant chez TikTok que chez Pinterest. Encore une fois, grâce à Kudak parce qu'ils nous ont fait le lien et du coup, ils nous ont aussi expliqué comment tout ça fonctionnait, les métriques des plateformes et compagnie. TikTok, c'est un vrai test, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup d'audience dessus donc on veut y aller, on veut tester. Je suis pas sûre que ça soit tout à fait notre cible mais c'est un autre moyen de communiquer donc voilà, mais par contre, il y a tout à faire. Il y a tout Il y a à tout à faire parce faire que et c'est vrai qu'il faut une communication propre au réseau. ouais, Faire des copier-coller, ça ne marche pas. On en a parlé d'ailleurs avec, pardon, j'ai Amélie Poisson, voilà, pardon, la directrice communication marketing, on va dire expérience client de La Redoute, oui, où ils ont fait des super use cases sur TikTok, mais vraiment avec des productions propres, oui, avec les avec un codes, avec voilà, hashtag de challenge. TikTok. C'est ça. Ouais. Ouais, 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 oui, c'est ça. Il y a des clés qui sont spécifiques à TikTok et si on fait pas les choses, de cette manière-là, je pense qu'on ne peut pas y arriver sur TikTok. Mais c'est un investissement en termes de temps qui est certain, donc faut voilà, c'est vraiment les prémices sur TikTok, donc je peux pas trop en dire plus pour le Écoute, moment. je t'inviterai pour un catch-up dans un an et tu me raconteras votre retour d'expérience sur le Avec sujet. plaisir. Influence, Instagram, TikTok, Pinterest, email, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres
outils, leviers d'activation, comme par exemple des partenariats avec d'autres marques ou Oui, du co-branding ou qu'on tout appelle à ça, fait. pardon, des collabs? Ouais, tout à fait. Alors il y a effectivement des co-branding collab avec d'autres marques. On le fait de manière, très régulière avec des marques qui dans le produit, qui sont très différentes de nous, mais dans les valeurs sont très proches de nous. On fait notamment des concours sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité. On fait des insertions de flyers dans les envois de chacune des 2 marques, avec des petits codes de réduc ou ce genre de choses. On a fait du co-branding, sur un coffret, pour, Noël, alors pas l'année dernière, l'année d'avant, avec Zao Makeup, qui est une marque de make-up green, enfin avec des fortes valeurs comme nous. On a fait des OP, de fidélisation pour d'autres marques, où en fait, on est présent à partir d'un certain montant de paniers effectués sur cette marque-là. Donc ça permet à la marque à la fois d'augmenter son panier moyen, parce qu'il y a le cadeau et nous de nous faire connaître parce que c'était une grosse marque, très belle marque. Pareil sur la cosmétique, c'était Melvita. On a d'autres choses dans les tuyaux comme ça. C'est très intéressant. Ouais, ça permet, autant en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, ça nous fait grandir, et les projets sont passionnants, donc très intéressant pour nous, ouais. Ok. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la distribution. Euh, on l'a pas abordé, mais la distribution en ligne via d'autres acteurs, que ce soit des places de marché ou ça fait partie de. Enfin, tu le mets dans le même sac, on va dire que pour l'instant, Ouais, c'est uniquement par vous, quoi, c'est ça? exactement, exactement. Ok, ok. Et un dernier canal de com, pour le moment, on n'est pas très, enfin, on n'est pas bon, mais on veut y aller et on veut y aller plus fortement, c'est la presse. Voilà, mais là, tout reste à faire encore une fois, En et interne ou vous allez vous faire accompagner? pour le moment, on veut le faire en interne pour, voir un petit peu de quoi on se parle. On aime bien, tester en interne, pour voir de quoi on parle et apprendre aussi pour quand on a une agence ou quelqu'un d'autre, qui nous accompagne, on sait quand même de quoi on parle. On découvre pas tout et voilà, on se comprend du coup. Donc pour le moment en interne et oui, demain peut-être en externe, mais je sais que les tarifs sur ça sont assez élevés, donc on est encore un peu frileux pour le moment là-dessus. Ok. Au-dessus, dans la chaîne de valeur, au-dessus de tout ça, de la communication sur les réseaux par email, de l'influence, il faut du contenu. Comment est-ce que vous organisez la production éditoriale, justement, la création de contenu, la charte, le ton, le planning? Alors, pour les contenus, bah, pareil, on a Isabelle qui nous a rejoint au départ, c'était moi qui faisais absolument tout là-dessus. Heu, je revis, hein, depuis que tout le monde nous a rejoints là. On a Isabelle qui nous a rejoints et donc Emma, également dans l'équipe, qui structure un petit peu tout ça depuis quelques mois. Ça se voit clairement sur le feed Insta, il y a une nouvelle patte, qui se met en place depuis janvier. On est accompagné en externe par une photographe avec qui on bosse depuis 6 mois maintenant, qui s'appelle Colline Marcel, qui est sur Marseille, qui fait un travail, incroyable. On a aussi bossé avec Alix de Beer sur Paris. Voilà, c'est le fait d'avoir des personnes qui croient en la marque et qui nous accompagnent et qui font un super travail, c'est essentiel d'avoir ces partenaires. Et depuis, quelques shootings là, on est accompagné par, Mathias, Witness, sur la vidéo, le contenu vidéo. Pareil, ils savent de quoi ils parlent et ça nous aide beaucoup. Mais du coup, cette approche, le planning, ce que vous allez filmer, ce que vous allez photographier, c'est décider ça en interne et ensuite vous Ouais, prenez des ouais, prestataires ouais, pour le ça réaliser, c'est c'est ça? exactement. Et à quelle fréquence? Est-ce que tu te fais Alors, en début d'année je sais pas, des contenus pour l'année à venir? Comment? non, les shootings, on en a beaucoup, on en a un par mois. Shooting produit. Shooting produit, ouais, on en Ouais. a un Mais par sur la mois. transparence, le savoir-faire, les ateliers? Alors ça, on le faisait beaucoup moins l'année dernière et en plus avec le Covid, ça a été beaucoup plus compliqué d'aller dans les ateliers avec photographes et compagnie pour, Mmh. voilà, pour, mettre en lumière tout ça puisque les ateliers avaient,
un nombre de personnes limité. Enfin bon, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc là, on va y retourner de manière plus régulière. On n'a pas de planning à proprement parler là-dessus. Ça dépend aussi des prods qu'on lance parce que il faut qu'il y ait nos créas à photographier, à filmer dans les ateliers. Au niveau du planning de contenu, par contre, tout est planifié en interne avec l'équipe et moi-même. Et après, on organise tout avec nos prestataires externes. Parce que oui, le contenu est le nerf de la guerre, et en sortant une collection tous les 2 mois et une capsule par mois, il y a de quoi faire. Entendu. Sur la plateforme technique, alors j'ai essayé de trouver le CMS qui était utilisé, mais il n'y en avait pas. Non. Parce que vous développez tout en propre. Exactement, c'est Florent, donc mon associé, qui développe tout en propre. C'est à la fois, c'est une grande force du coup, parce que il nous habitue très très mal, parce que dès qu'on veut un développement, quelque chose de spécifique, il nous le fait. Ça prend un peu de temps, mais il nous le fait, et du coup il nous habitue très très mal si demain on doit passer sur une plateforme entre guillemets plus standard. Ça a des avantages donc par rapport à ça, par rapport au coût, clairement, on va pas se mentir. Ça a des désavantages pour plugger certaines applis, certains outils, parce que ça prend plus de temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une solution qui nous va bien. Ça s'est fait naturellement au début, et puis on se pose un petit peu la question de savoir quid en grandissant, qu'est-ce qu'on fait demain. À aujourd'hui, ça va, on verra. On va avancer. Voilà, on va voir comment on avance. Ok. Je rebondis, mais je me dois. Hein. Je rebondis sur un truc que tu as dit, ça coûte moins cher aussi. Enfin, ils nous habituent mal parce que tout ce qu'on veut, on l'a. Ouais. Ça coûte moins cher. Ça, c'est un associé. Donc il a une partie du capital. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, il apporte certainement plein de choses. Je dis pas le contraire, mais juste pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu plus tôt dans la réflexion que c'est un choix, c'est de l'argent. Enfin, c'est un coût plus tard ou voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, complètement. Mais ça, on est complètement ok là-dessus. Mais effectivement, pour se lancer, c'est une vraie réflexion. Pour conclure cet entretien qui est super intéressant, j'ai une pensée là qui me taraude depuis tout à l'heure, mais ça a l'air simple. Tout en interne, on fait faire notre site, on design des bijoux, on trouve des ateliers, des artisans partenaires pour nous accompagner dans la croissance. Qu'est-ce qui a été à un moment, est-ce que vous êtes pris les pieds dans le tapis quand même? Est-ce qu'il y a eu des erreurs sur lesquelles, des frictions sur lesquelles tu peux revenir? C'est simple. Oui, enfin, moi, ça. Non, d'accord. Ce n'est jamais simple l'entrepreneuriat, évidemment. Non, je le sais, mais c'est en fait, je te rejoins là-dessus. Enfin, c'est pas simple, c'est pas l'idée, mais moi, ça me passionne, ça m'anime tous les jours. Je vis Aglaïa. Enfin, voilà, c'est vraiment donc même quand ça peut paraître compliqué en externe, bien sûr qu'on a des ça peut être une créa qui marche moins bien qu'une autre, ça peut être des problèmes, ça c'est régulier par rapport aux pierres, d'acheminement, voilà, des retards de production, ce genre de choses. Mais c'est ça aussi enfin là, je vais rien apprendre à personne, c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est savoir gérer tout, hem, tout imprévu, et c'est ça qui est passionnant. Non, c'est pas, le côté simple, j'entends, et la façon dont je le dis, je reconnais que ça fait simple, mais parce que j'ai un tempérament qui est extrêmement positif, je suis très vers à moitié plein. optimiste. Oui, c'est ça, et de toute façon, tout petit caillou sur le chemin, ça nous fait apprendre, et c'est ça qui est passionnant. Donc tant qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, qu'on est droit dans nos bottes par rapport à nos valeurs, encore une fois, et à tout ce qu'on met autour, ouais, c'est fluide. C'est pas forcément simple, mais c'est passionnant, donc à partir de là, c'est fine pour moi, quoi. C'est important l'optimisme quand on est entrepreneur? Ouais, c'est nécessaire.
Enfin, je crois. Bon, après, je le suis dans ma vie de tous les jours, mais oui, bien sûr, c'est important d'être optimiste parce que sinon, si on a le moindre pas de côté, enfin la moindre chose négative, faut pas s'arrêter là. Faut voir plus loin, faut voir plus grand et oui, bien sûr, enfin, je crois que oui, c'est nécessaire. C'est une belle note d'espoir en cette année ou cette fin de, disons, de période Covid où on attend Ouais, tous la phase suivante et on y est presque. c'est clair. Karine, merci infiniment pour ta transparence et ton temps. C'était un Merci plaisir beaucoup. d'échanger avec toi. Merci encore à Théo Lyon de Kudak pour cette intro. Vous retrouverez les incroyables, les formidables, les belles créations éthiques et responsables et made in France d'Aglaïa sur aglayaco.com, AGLAICO.com. AGLAICO.com. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, de toute façon, Voilà. ICO.com. Karine, merci infiniment. Et Merci à toi. chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.